Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. On prend la direction de la Marina, cérémonie de présentation de vœux des institutions au président de la République. La tradition a été respectée ce mardi à la salle du peuple du palais de la Marina. Le collège des présidents des institutions et plusieurs autres personnalités étaient face au président Patrice Talon pour l'exercice. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo et Jean Nobimet. C'est une cérémonie fort simple qui a consacré le rituel des vœux des institutions de la République à la salle du peuple du palais de la Marina. Réunis au grand complet autour du chef de l'État, les présidents des institutions de la République ont une fois encore sacrifié à la tradition républicaine au détour d'une rencontre empreinte de solennité. Au nom du Collège des présidents des institutions, Maître Adrien Humbedi a prononcé un discours plein d'enseignements. Le message de vœux du président de l'Assemblée nationale s'est ouvert sur une pensée de Jean Jaurès, homme politique français, père fondateur du quotidien L'Humanité, qui s'est notamment illustré par son pacifisme et son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale. J'emprunterai à Jean Jaurès ces quelques pensées qui, en définissant la République, donnent la pleine mesure des lourdes charges qui sont les vôtres. La République, dit-il, est une ambition collective. Y croire, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer par eux-mêmes la règle et les limites de leur action. Y croire, c'est proclamer qu'ils sauront concilier la liberté et l'ordre. Y croire, c'est qu'ils sauront concilier le mouvement et la loi. C'est proclamer qu'ils sauront se combattre sans se déchirer. C'est proclamer que leurs fureurs n'iront pas jusqu'à une fureur de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Fin de citation. Monsieur le Président, vous êtes, de par vos hautes fonctions, l'incarnation de cette ambition collective et vous en êtes le garant suprême. Maître Adrien Humbedi a porté un regard sans concession sur l'héritage légué à l'actuel régime. L'ampleur des difficultés nécessite des actions hardies pour rompre définitivement avec une sidérante absence de perspective pour les générations futures. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout, ou presque tout, devait être réformé. C'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans pour remettre l'État sur les rails, le transformer profondément, pour le mettre en capacité de répondre aux défis auxquels il est confronté. Car seul un État fort peut inspirer confiance aux investisseurs étrangers et aux partenaires financiers. Seul un État fort peut débattre avec les acteurs économiques et sociaux chargés de produire des richesses, de créer des emplois et de donner un contenu au lien social. On retient également de l'intervention du président de l'Assemblée nationale la conscience claire des institutions de la République face aux enjeux du moment. Les institutions de la République ici représentées ont une conscience aiguë de ces enjeux. Elles sont lucides sur l'état des lieux, lucides sur ce qui a été accompli en quelques mois et lucides sur ce qui reste à faire. Elles suivent avec intérêt les actions hardies que vous avez engagées pour donner l'eau et l'électricité à un plus grand nombre de Béninois, pour doter le pays d'infrastructures performantes, pour rendre notre agriculture plus productive, notre port plus compétitif, pour doter notre pays d'un aéroport moderne, pour assurer une meilleure sécurité des personnes et des biens dans une structure policière unifiée, pour rendre plus fluide le fonctionnement de l'appareil judiciaire grâce à l'amélioration des conditions de travail du corps judiciaire, pour améliorer la couverture sanitaire et l'enseignement, pour faire de notre administration une administration de développement et non plus une administration de rente, pour assainir les finances publiques, pour éradiquer la corruption et mettre fin à l'impunité
Je n'en finirai pas d'énumérer tout ce qui a été entrepris. Monsieur le Président, c'est un vrai chantier que vous avez ouvert. Les institutions de la République ne se contentent pas de suivre vos actions. Elles les accompagnent, chacune dans l'observance de leurs attributions respectives. Les institutions de la République apprécieront que l'ancrage démocratique de notre pays soit consolidé et approfondi, que la sécurité juridique des acteurs privés comme publics soit toujours garantie et qu'un dialogue exigeant et positif soit poursuivi avec les partenaires sociaux et économiques. La réussite, Monsieur le Président, est au bout du dialogue. Le dialogue est le prix du succès. En effet, au-delà des difficultés, c'est à une véritable réforme intellectuelle que votre projet nous convie. Monsieur le Président de la République, je suis persuadé que sous votre autorité, le Bénin a la capacité et la volonté de traduire dans les faits et dans les actes l'ambition collective dont vous êtes le porteur et le garant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom des institutions de la République, une santé robuste et un plein succès. Que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse. Bonne et heureuse année 2018. Le chef de l'État a aussi réitéré sa volonté et sa détermination à maintenir le cap. À l'entame de son discours, le contexte social marqué par des moments de grève n'a pas été occulté. Le président Patrice Talon a rappelé les enjeux liés aux réformes, sans jamais nier les choix difficiles qui s'opèrent pour le redressement du pays. Il invite ses compatriotes à redoubler d'efforts pour reconquérir la dignité d'un lendemain glorieux. La présente cérémonie se tient à un moment où une partie de notre élite intellectuelle, syndicale et politique s'interroge encore et de manière vive sur la pertinence de nos choix qui, quoique difficiles, concourent sans aucun doute à la construction progressive et durable de notre pays. En effet, notre situation ne nous laisse aucun choix. En ce moment où l'aide internationale se fait rare, où nos bras valides immigrent massivement vers l'Europe au péril de leur vie, et où nos pays d'Afrique sont traités avec mépris. Monsieur le Président, ainsi que vous venez de le souligner, c'est bien cette réalité qui justifie notre action dont l'objectif vise à terme à sortir nos populations de la pauvreté, à offrir à chaque citoyen les moyens et les opportunités d'un réel épanouissement et à assurer la crédibilité de l'État. Ces choix difficiles sont en effet nécessaires au redressement de notre pays. Au soutien de notre programme d'investissement, les réformes engagées dans les domaines essentiels à notre vie commune ne suffisent pourtant pas seules à inscrire dans la durée le redressement entamé et le rayonnement souhaité. Il faut encore que l'État, dans son organisation, dans sa gestion, dans son administration et dans le comportement de ses agents, rende attrayant et compétitif notre environnement économique et social au moyen de la réforme intellectuelle dont vous avez si justement rappelé la nécessité. C'est le sens des réformes structurelles initiées et adoptées tout récemment par notre Assemblée nationale. Tout en saluant la convergence institutionnelle qui facilite la mise en œuvre de certaines réformes, le président Patrice Talon partage l'idée d'une réforme intellectuelle pour un Bénin résolument tourné vers le développement. Je voudrais partir de l'agence institutionnelle dans le dialogue et dans les solutions aux dysfonctionnements structurels de notre administration. Je vais espérer que cette convergence pertinente caractérisera davantage les relations entre les institutions au cours de cette année 2018. Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison, car c'est bien d'une réforme intellectuelle qu'il s'agit
pour assurer le développement du Bénin. Nous devons considérer qu'à se contenter d'être une compilation de droits sans concession, aucune démocratie ne survit au temps. En étant au service des sociétés, elle est nécessairement le reflet des exigences sociales, des contraintes convenues et des charges partagées. Dans cet esprit, il est impérieux que nous nous concentrions sur les efforts particuliers à fournir pour conquérir, avec notre développement, notre dignité, convenir avec réalisme, courage et détermination que nul ne fournira ses efforts à notre place. C'est à cette conscience de la rigueur dans la gouvernance à la tête de l'État que j'appelle encore chacun au cours de cette année 2018. En vous remerciant, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les présidents de nos institutions, des vœux d'encouragement que vous venez d'adresser aux membres de mon gouvernement et à moi-même, je forme à mon tour à chacun de vous, aux membres de vos institutions respectives, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, mes vœux les meilleurs pour une bonne année, pour une santé robuste tout le long de l'année, pour la prospérité de notre pays et pour le plaisir partagé de vivre ensemble. Cette cérémonie solennelle de présentation de vœux s'est refermée sur des poignées de main appuyées. Les civilités de circonstances ont été échangées dans une ambiance détendue par ces diverses personnalités. On ne quitte pas le palais de la Marina. Le corps diplomatique accrédité au Bénin a également sacrifié à la tradition de présentation de vœux. Les diplomates, les conseils et autres représentants d'organisations internationales ont rallié la salle du peuple du palais de la Marina pour l'exercice. C'est l'ambassadrice du Niger qui a porté le message du corps diplomatique en sa qualité de doyenne. Le compte-rendu de Renoir Capo, lu ici par William Tchoki. C'est devant les chefs de mission, les consuls et les représentants des organisations internationales que la doyenne du corps diplomatique s'est félicitée de la politique extérieure du Bénin. Dans la sous-région, comme sur le plan international, la politique active de coopération redonne au pays une place de choix dans le concert des nations. L'entrée sur territoire national sans exigence de visa pour les ressortissants africains est la parfaite illustration de cette offensive diplomatique tournée vers l'intégration. À travers vous, Excellence, Monsieur le Président, nous formulons des vœux de paix, de sécurité et de progrès dans tous les domaines au vaillant peuple du Bénin qui a toujours su jouer un rôle pionnier dans la longue marche des peuples africains vers la bonne gouvernance et le vivre ensemble. Ce rôle pionnier, vous continuez de le jouer par votre décision audacieuse de suppression des visas pour les ressortissants africains entrant au Bénin. Par ce geste que nous saluons, vous avez confirmé et concrétisé votre attachement au processus d'intégration africaine si cher aux populations de l'Afrique. Le corps diplomatique s'est également réjoui du rôle joué par le Bénin dans les grands dossiers de coopération, à savoir la lutte contre le terrorisme, la crise migratoire et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le lieu de saluer le Bénin pour sa contribution à la lutte des pays du G5 contre le terrorisme et son engagement aux côtés des pays limitrophes du lac Tchad contre Boko Haram, sans oublier sa participation pour juguler la piraterie maritime dans l'espace CEDEAO. Je ne terminerai pas de parler de ce problème sans évoquer la terrible situation que vivent les migrants africains en Libye, notamment la honteuse traite d'esclaves qu'on croyait à jamais révolue. Nous nous élevons fermement contre cette pratique que nous condamnons vivement et saluons la réaction sans équivoque de la communauté internationale sur cette question. Les calamités naturelles, plus précisément les inondations, nous rappellent l'urgence de mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique. Selon la doyenne du corps diplomatique,
le président Patrice Talon a engagé le Bénin sur la voie d'une coopération dynamique. Cette nouvelle orientation diplomatique favorise l'ouverture du pays aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. La réorganisation de votre ministère des Affaires étrangères et de la coopération et les lettres de mission assignées aux ambassadeurs et consuls béninois renforcent certainement la capacité de votre diplomatie à mieux défendre les intérêts nationaux du Bénin et à mobiliser plus de ressources externes pour le financement du PAG. En réponse aux bons vœux du corps diplomatique, le chef de l'État a invoqué les vertus de l'intégration économique. 2018 est annoncé comme celle de la consolidation des chantiers phares du PAG. Un pays attrayant au plan économique et touristique est celui qui sait en effet révéler au monde, qui sait promouvoir ses talents et ses personnalités. Un pays qui sait surtout garantir la paix, la stabilité et la sécurité pour lui-même et pour les étrangers qui y séjournent. Quelles sont les conditions nécessaires qu'évaluent les investisseurs étrangers et locaux dont nous avons tant besoin pour réaliser notre ambitieux programme? Tout en exprimant sa compassion aux pays frappés par l'hydre du terrorisme, le président Patrice Talon a salué les alternances démocratiques et pacifiques intervenues au cours de l'année 2017 dans plusieurs pays du continent. On ne change pas de registre. Le chef de l'État a reçu ce matin au palais de la Marina les vœux du haut commandement militaire, occasion pour les forces armées béninoises de réitérer leur engagement à faire prospérer les projets de développement inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Plus de précisions avec Ricardo Loïpeco. Une cérémonie empreinte de solennité. Le président de la République, chef suprême des armées, reçoit au début de cette nouvelle année les bons vœux des forces de sécurité et de défense. À cette occasion, le haut commandement militaire a réitéré son engagement à assurer la défense du territoire comme l'exige la Constitution. Le chef d'état-major des forces armées béninoises, en présentant le point des réformes engagées par le chef de l'État au sein de la Grande Muette, a insisté sur la volonté des forces armées d'œuvrer pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Monsieur le Président de la République, les forces militaires et paramilitaires du Bénin sont conscientes de l'importance de leur rôle au service exclusif de l'État et de la nation. Aussi sont-elles résolues à accomplir leur devoir en vue de l'édification d'un Bénin révélé. En réponse au discours du haut commandement militaire, le chef suprême des armées s'est réjoui des efforts consentis par les forces armées béninoises. Le président de la République n'a pas manqué de faire des promesses. Je suis particulièrement attaché à la sécurité des personnes et de leurs biens, qui demeure une condition indispensable au développement économique et social. À cet effet, je réitère mon engagement à doter vos forces de moyens humains, financiers et matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission républicaine. Je reste convaincu de votre sens de responsabilité, de loyauté et de professionnalisme pour mener avec courage et abnégation les missions de défense et de protection que la République vous a confiées. Le chef de l'État a, pour finir, invité les forces armées à faire preuve de rigueur, de loyauté, de vigueur et de sacrifice dans leurs tâches. Toutes choses qui devraient faciliter la préservation de la paix et de la sécurité. Et à l'issue de la cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République au chef de l'État, Renaud Akapo et Jean Nombimet ont recueilli les impressions de quelques personnalités. On écoute leurs réactions au micro de nos reporters. Regardez. La cérémonie a été fort simple, empreinte de solennité, comme d'habitude. L'effet marquant, c'est surtout le problème de l'heure. Le président était très à l'heure, ça s'est très bien déroulé. Et on n'a pas beaucoup parlé, ni lui, ni le président de l'Assemblée nationale. Donc vraiment, on a pu tout écouter, tout enregistrer. Et j'espère que ça servira à chacun d'entre nous, tout ce qui a été dit. C'est quand même un Africain qui a pu limiter son temps pour réaliser cette présentation. Nous n'en avons pas l'habitude. C'est des discours fleuves. Et puis le message qu'il a passé en réponse à notre message
message de l'Assemblée et des autres institutions de la République, je crois que c'est quelqu'un qui a une vision. Il ne veut pas se démarquer de la vision, il veut continuer avec cette vision et arriver au bout de ce qu'il veut. Il a fait allusion à ce qui se passe présentement dans le pays. Voilà un chef d'État qui sait que quelque chose du genre se passe, mais qui appelle à ce que cette élite-là comprenne que c'est ça ce qu'il faut pour que le pays se développe. Ce n'est pas la grève qui va développer le pays, mais c'est le travail. Il y a cette intelligence de cette élite-là qui doit être mise au profit du pays pour le développement du pays. Un sentiment de satisfaction, de responsabilité surtout, qui m'anime à les entendre. Et je voudrais dire tout simplement que le dialogue, seul le dialogue, sera le fruit de la paix que nous travaillons parce que nous n'avons aucune richesse en dehors du travail. Ils ont souhaité amener paix à tout le monde, moi-même je le répète, que ce soit ainsi dans tous les foyers et que notre pays ait la paix, le développement, surtout. Marquons un arrêt dans l'administration publique suite au mot de grève lancé par certains syndicats. Une équipe de la télévision nationale a parcouru quelques services de l'administration publique pour constater l'effectivité ou non de la grève. Constat général, tout le monde était présent au poste. Des travailleurs affirment même ne pas se retrouver dans cette grève. Justin Pogé de Bombre. Première étape de notre tour de l'administration publique ce jour de grève. Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ici, les chefs de service sont en atelier. C'est un atelier qui a débuté depuis hier. L'objectif de cet atelier, c'est la revue de performance à fin décembre, la revue trimestrielle à fin décembre 2017. Et bien sûr, on veut coupler ça avec l'examen et l'appropriation du PTA 2018. Au niveau du ministère, tous les acteurs sont présents à leur poste. Au ministère de la Justice, les agents sont à leur poste. Ici non plus, pas de mouvement de débrayage. Le ministère travaille, les agents travaillent, et tout le monde est là. Nous recevons régulièrement les courriers, le travail évolue normalement. Il n'y a pas de mouvement de débrayage ici. Au ministère de la fonction publique, le constat est le même. Je suis au bureau parce qu'il n'y a pas de grève dans le secteur du travail et de la fonction publique. Ici, au ministère de la fonction publique, la décision de ne pas aller en grève a été prise en assemblée générale par l'ensemble du personnel. Le personnel, ils ont passé au peigne fin les différents points inscrits à l'ordre du jour et à l'issue de l'assemblée générale, la décision qui est prise, c'est qu'on donne un peu de temps aux autorités afin que les problèmes puissent trouver des solutions. Nous, on n'est pas en grève et nous avons ici le compte rendu de l'Assemblée générale du personnel, où il est inscrit 11 points. Mais nulle part, le personnel n'a décidé d'aller en grève. Pour ce responsable syndical, cette grève dite de solidarité n'a pas sa raison d'être. Nous avons fait grève dans ce pays pendant plus de 8 mois, avec défalcations successives. À un moment donné, nous avons décidé même qu'on nous retire tous nos salaires, parce que nous avons des raisons valables, objectives, qui nous concernent. Pour amener les gens en grève, il faut avoir des raisons spécifiques. Aujourd'hui, les magistrats, je ne veux pas opiner sur ce qui se passe dans leur domaine. Ils ont un statut particulier. Mais nous, en tant que personnel administratif commun, où le personnel, il y en a qui sont payés encore à moins de 40 000 francs, ou le cadre A1 ou A3 sorti de l'université avec une maîtrise est à peine à 100 000, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous, on ne peut pas conduire un personnel dans un mouvement de grève où il ne se reconnaît pas. Le personnel du Centre national hospitalier universitaire CNHU Hubert Kutukumaga ne se retrouve pas non plus dans cette grève. Ils sont à leur poste de travail. Je suis là aujourd'hui au boulot parce que j'ai compris que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. On ne s'amuse pas avec la vie. La vie, le droit à la santé est un droit constitutionnel de tout citoyen. Et au-delà de ça, la vie qu'on perd, on ne peut plus la récupérer.
Donc, dans le secteur de la santé, nous avons prêté ce qu'on appelle un serment. Et le serment d'Hippocrate nous dit qu'on doit sauver la vie. Moi, personnellement, je suis contre ces mouvements de grève. Et je remercie d'ailleurs tous les travailleurs qui ont répondu présents à leur poste. Il n'y a pas de grève au CNHU. Il n'y en a pas. J'ai déjà reçu plus de 12 malades aujourd'hui en odontostomato. Je n'ai pas trouvé dans un service où on n'a pas reçu des patients. Tout fonctionne normalement. Vous connaissez le CNHU en matière de grève des années passées. Vous constatez le CNHU les années 2011, 2009, 2010. Quand on dit grève, vous venez au CNHU, c'est le désert total. Mais vous voyez avec moi aujourd'hui que tous les services fonctionnent. Et vous ne verrez aucun secrétaire général se prêter à vous pour passer une quelconque interview. Ils sont tous au biberon et les travailleurs ne leur font plus confiance. C'est eux qui viennent premièrement même au service. Tous les services fonctionnent. Les services de programme comme des services d'urgence, tout va normalement. Nous sommes actuellement à l'unité de dialyse. Allez en réanimation, allez aux urgences. Vous allez constater que le CNHU, qui est le miroir, le premier hôpital, tourne normalement. Ils estiment que les syndicats ont perdu tout crédit auprès des travailleurs. La dégradation morale des syndicats aujourd'hui du secteur est très avancée. Le biberonnage, le concubinage ou le mensonge aux travailleurs a fait que les gens résistent aujourd'hui. On ne peut pas être quelque part où il y a des problèmes, où les syndicats, au lieu de défendre objectivement les travailleurs, se mettent dans de la sympathie, de la politique et de la manipulation de la classe ouvrière. Et les travailleurs sont prêts à aller en grève au niveau du secteur de la santé. Quand vous voyez des politiciens qui ont tenté de retirer le droit de grève il y a quelques années, aujourd'hui se retrouvent avec les syndicats pour revendiquer ces mêmes droits de grève, ça prête à confusion, ça prête à la politisation. Et le gouvernement doit donner une réponse politique à ça au lieu de donner une réponse sociale. Au CNHU, il n'y a plus de syndicats. S'il y en a, interrogez-les ou invitez-les à un débat contradictoire avec moi. Pour le moment, chaque Béninois va à ses occupations quotidiennes, en attendant peut-être ce débat contradictoire. Et toujours à propos de ce mouvement de grève, certains responsables syndicaux et travailleurs de plusieurs secteurs d'activité rencontrés sur le lieu de travail ont bien voulu se prononcer. Ils sont au micro de Ghislain Poguet et Edmond Bois. Cette grève n'est pas opportune parce que nous sommes dans un processus qui n'est pas encore allé à son terme. Quand vous parlez de grève de soutien, ça répond à quelle logique? Ça ne répond à aucune logique. Nous autres, qui sommes des administratifs de la maison de justice, ne nous y retrouvons pas. À partir de ce moment, ne nous demandez pas d'aller en grève. Ce qui se passe aujourd'hui est regrettable parce que, au lieu que les syndicats fassent leur boulot comme cela se doit, nous avons galvaudé donc, la grève. Nous avons fait des grèves de chantage, des grèves de manipulation et aujourd'hui, le gouvernement a voulu prendre ses responsabilités. Les dernières grèves dans le secteur de la santé ont pour cause les réformes dans le système de santé. Nous savons aujourd'hui que nos hôpitaux sont mal gérés, que le système de santé dans son fonctionnement est chaotique. Quand je prends le cas du CNHU où nous sommes, rien n'est bon. Tout est mal géré. Nous sommes dans une mauvaise gouvernance à outrance, à tous les niveaux. Je remercie les travailleurs du CNHU qui, dans leur grande majorité, sinon presque la totalité, n'ont pas respecté les derniers mouvements de grève lancés dans le secteur de la santé parce qu'ils ont compris. La réforme, surtout la mise en concession du CNHU, est salutaire pour cette maison. C'est notre seul salut parce que rien ne tient la route. Il y a nécessité de réformer, il y a nécessité d'agir. Et c'est ça que les travailleurs du CNHU ont compris en boycottant ce mouvement de grève. La grève n'est pas le seul moyen d'action syndicale dans le domaine de revendication. Les luttes politiques ne sont pas à confondre avec les luttes sociales du point de vue professionnel. Si des gens, de par leur comportement, de par leur rapprochement, je parle surtout des hommes politiques, de par leur rapprochement aux côtés des hommes sociaux qui défendent les luttes sociales, ont créé de confusion, comprenez que nous ne pouvons pas nous aligner dans cette confusion. Mais personne ne mettra la pression sur personne pour faire quoi que ce soit. C'est clair et ça va rester comme ça. Aussi vrai que nous soutenons ce qui est dit, nous soutenons nos travailleurs, nos camarades
magistrats, nos camarades des agents de santé, nous avons dit que nous ne nous voyons pas, c'est-à-dire dans une position d'aller en grève et de fermer, c'est-à-dire les bureaux. Il y a d'autres moyens pour réclamer, pour faire un certain nombre d'actions. Nous nous sommes dit, étant entendu qu'il n'y a pas encore péril en la demeure, d'autant plus que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée, que nous pouvons toujours savoir raison garder pour éviter, c'est-à-dire que nous nous créons des ennuis. Et parlant des mouvements de débrayage dans l'administration publique béninoise, l'Ordre des avocats du Bénin a donné de la voix. Il a surtout spécifié sa déclaration sur la grève des magistrats et ses conséquences, surtout l'appareil judiciaire. On écoute le bâtonnier sur des propos recueillis par William Tchoki. Pour nous, après 2 mois de reprise, le service public de la justice est à ce jour totalement paralysé à nouveau. Les portes des cours et tribunaux, vous l'avez constaté, sont désespérément fermées. Il est impossible de communiquer aux justiciables les dates de leurs dossiers, avec le risque que ces dossiers se perdent dans les méandres du système judiciaire. La chaîne pénale continue de remplir les maisons d'arrêt et les prisons, alors que les prisonniers restent en attente d'être jugés. Les réquisitions, vous l'avez constaté, des magistrats et autres personnels du monde judiciaire sont restées vaines. L'Ordre des avocats du Bénin est fortement préoccupé par cette situation découlant de la grève enclenchée par plusieurs syndicats du corps administratif de la justice, puis renforcée par l'UNAMAB du fait de la suppression du droit de grève aux magistrats. L'Ordre des avocats déplore l'absence d'un débat serein sur la question de la suppression du droit de grève avant l'adoption de la loi portant statut général des agents permanents de l'État, de la loi 2018-01 portant statut de la magistrature. Dans l'état actuel de suspicion, certaines évolutions sociales ou institutionnelles, l'encadrement des libertés ne devrait pas être poursuivi sans que préalablement un large débat soit suscité. L'Ordre des avocats constate et regrette sur un autre plan que des fonctionnaires de l'État aient choisi ou choisissent systématiquement la voie de la grève sans service minimum pour défendre leurs droits sans préalablement laisser jouer les procédures et voies de recours prévues par la Constitution et les tests en vigueur. Il est souhaitable que la grève ne soit pas considérée comme l'unique moyen de défense des droits individuels et acquis démocratiques. Il est également souhaitable que le gouvernement honore à bonne date les engagements souscrits pour éviter le recours à la grève. En l'état, la culture démocratique voudrait que les uns et les autres attendent la décision de la Cour constitutionnelle, déjà saisie du recours de constitutionnalité de la loi et seule habilité à situer chacun sur l'étendue de ses droits constitutionnels. Direction l'Assemblée nationale après avoir fait constater l'absence interminable du député Atao Enoro qui a provoqué l'éclatement du groupe parlementaire La Voix du Peuple. Les membres du dit groupe viennent d'être renforcés. Ils ont été rejoints par le député Guy Dosso Mitokwe, grâce à qui le groupe vient de se reconstituer. Nous vous invitons à suivre un extrait de la déclaration de reconstitution du groupe parlementaire La Voix du Peuple. Regardez. En nous reconstituant, notre groupe parlementaire La Voix du Peuple entend faire savoir son refus catégorique de trahir le peuple, son refus d'assister muet et de se résigner à l'instauration de la terreur comme mode de gouvernance. Nous sommes de la minorité parlementaire, mais nous ne sommes pas complexés, pas le moins du monde, par ce vocable. Être d'une minorité, cela est une réalité arithmétique, mouvante, qui ne saurait remplacer la morale qui fonde les nations solides. Car, comme le disait Mahatma Gandhi, même réduite à un seul homme, une minorité peut soulever une révolution morale. Nous sommes une minorité et les grandes batailles de l'histoire ont souvent opposé les plus faibles aux plus forts. Les minorités brimées à des pouvoirs puissants et surarmés. Des hommes de conviction à ceux qui font de la seule conservation de leur vie et de leurs intérêts un défi plus important que le service de la nation.
Autre actualité démarrée depuis 2 mois et quelques jours, le RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population, connaît chaque jour son lot d'enrôlés. Dans la matinée de ce 16 janvier, Abraham Zizidorwe, personnalité politique et membre influent du parti La Renaissance du Bénin, s'est fait enrôler dans le 11e arrondissement de Cotonou. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur l'opération. Le compte-rendu de Lénaïk Abazao et Edmond. Il s'est fait enrôler. Abraham Zizidorwe donne ainsi le bon exemple en tant qu'homme politique, leader et bon citoyen. C'est un acte citoyen et c'est pour ça que je suis là, avec, comme vous voyez, les ressortissants du quartier, avec les membres de ma famille. Même les bébés, puisque c'est de 0 à jusqu'à X. Donc, il ne suffit pas d'en parler, il ne suffit pas de dire qu'on est pour le RAVIP, mais il faut le montrer, il faut aller sur le terrain, il faut donner l'exemple. L'homme revient sur les avantages incontestables du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Si dans les pays étrangers, on apprend qu'un vol a eu lieu, un crime, 24 heures, 72 heures après, on trouve les criminels, c'est grâce à cette technique-là, à cette biométrie-là, où on laisse des empreintes et on retrouve, on fait les rapprochements et on retrouve. Donc, il y a la sécurité, il y a le développement, il y a un tas de choses. Pour l'ancien président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il est nécessaire de garder par devers soi certaines pièces pour l'enrôlement. Un fonctionnaire, s'il vient, il faut qu'il y ait son numéro matricule. Si c'est un retraité, il faut qu'il ait le numéro de son carnet de pension. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas et quand ils viennent ici, ils sont butés. Le RAVIP n'est pas une affaire de coloration politique. Que vous soyez du pouvoir, de l'opposition, vous êtes simple citoyen, ça concerne tout le monde. On ne peut pas être dans un pays sans qu'on ne sache les habitants de ce pays. Parce que pour les plans de développement, on a besoin de savoir qui est qui. Les populations ont compris le bien fondé de la démarche de l'enrôlé vedette du jour. J'appelle l'opinion publique pour dire de tout faire pour aller se faire enrôler. Par rapport à ça, Talon n'est pas les autres. Le président Talon n'est pas les autres présidents. Donc, soyez confiants et allez-y. On peut donc espérer un fort taux d'enregistrement au RAVIP dans le 11e arrondissement de Cotonou. Voyons à présent ce rappel historique. 16 janvier 1977, 16 janvier 2018, 41 ans déjà que le peuple béninois a été agressé par un groupe de mercenaires de plusieurs nationalités armés jusqu'aux dents. Ils ont tenté sans succès de porter un coup d'arrêt au processus révolutionnaire du régime militaro-marxiste du président Mathieu Kérékou. Alain Dossiovo nous fait ici un rappel historique de cet événement. Regardez ce qu'il nous propose. L'impérialisme international n'est pas tant le choix idéologique proclamé que les actes politiques, économiques et socio-culturels conséquemment posés. Au petit matin de ce dimanche 16 janvier 1977, un petit aéronef de type DC-7 qui n'était pas programmé, donc inattendu, atterrit sur l'aéroport international de Kadiaoum. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Des hommes en tenue militaire et lourdement armés prennent position pour occuper les points stratégiques de Cotonou en ce temps d'harmattan. Armés de fusils de guerre assez perfectionnés, ainsi que des mortiers et des roquettes, ces mercenaires se sont divisés en 2 groupes pour progresser vers le palais de la Marina, où le président Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne, venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les 2 pays, ont opposé une riposte imprévisible aux agresseurs dirigés par le redoutable mercenaire français Bob Denard. Les échanges de tirs ont duré plus de 2 heures. Bien que sous-équipée, l'armée béninoise a réussi à mettre en déroute les envahisseurs qui décident d'opérer un repli après cette déroute humiliante. Dans la catastrophe, ces hommes sans foi ni loi ont repris leur avion abandonna, leurs armes et munitions, ainsi que des documents confidentiels. Ces mercenaires de plusieurs nationalités, drogués et armés jusqu'aux dents, avaient pour objectif principal de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République
et de renverser le régime militaro-marxiste du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Mais que sont devenues les familles de l'adjudant Tossou Mathieu, du soldat de première classe Alassane Kassim, du soldat de deuxième classe Lassissi Yessoufou, Abiodun Basile, Comlan Sylvain, Toto Paulin et Dabapa Pascal. Sinon, cette place des martyrs, rebaptisée place du souvenir. Ces dignes fils béninois, tombés au champ d'honneur, les armes à la main, méritent un peu plus d'attention. Excusez la qualité de ces images d'archives et à l'occasion de ce 16 janvier ce matin s'est déroulée à la place des martyrs la cérémonie de dépôt de gerbes. Blaise Adampoué Ramatou Lawani nous résume ici cette cérémonie. 41 ans après, tradition respectée. Le dépôt de gerbes en mémoire des martyrs du 16 janvier 1977. Le Bénin se souvient et pleure ses filles et fils, morts pour la défense de la patrie. Une cérémonie chargée d'émotion. Pour défendre la patrie, pour défendre l'ordre établi dans le temps, au moins 6 soldats béninois ont donné leur vie au sacrifice suprême. C'est ça. Ça, c'est de l'amour. Le temps n'y peut rien. Pour les témoins de l'événement, l'émotion est toujours au rendez-vous. C'est mémorable. Parce que le 16 janvier, ce n'est pas seulement les compagnons d'armes qui sont partis, nous aussi on pourrait partir aussi. Le 16 janvier 1977, ce n'était pas seulement les militaires qui sont morts. C'est l'ensemble des Béninois. Le peuple béninois a défendu la cause de son indépendance et a interdit à l'envahisseur de prendre. Les enfants des martyrs du 16 janvier 1977 ont encore les larmes aux yeux. Là, ils sont tombés défendant leur patrie. Ils ont coulé leur sang pour le Bénin. Mais jamais on ne nous appelle, on ne nous invite. C'est nous-mêmes qui nous venons de nous-mêmes. 41 ans après n'efface pas la douleur. C'est un message de compassion. Parce que cette journée va leur rappeler l'affection, le soutien, la chaleur que leur apportait, tout ça est disparu. Des souvenirs, mais également une occasion pour se lâcher sur la véritable commémoration de cette journée. Paix à l'âme de nos héros du 16 janvier. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rachidatou Biamama à 23h pour l'édition du soir. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe en vous.